Bonsoir mes amis. Tout à l'heure, j'ai reçu la nouvelle vidéo qu'a produite Serge Tabat. Je tiens à rappeler que moi, je travaille dans le domaine du football. Et des personnalités comme Serge Tabat et les autres, c'est des gens qui gravitent autour du football, des commentateurs des activités sportives. Et donc, dans notre environnement, les blagues grivoises veut dire les blagues sur la sexualité, sur le sexe, ne peuvent pas émouvoir une femme qui flirte dans le milieu purement masculin qui est le football. Et même les femmes qui sont dans le milieu du football, parfois c'est des femmes masculines. Donc, ce type de blagues grivoises, comme je les appelle, comme elles sont qualifiées, je ne peux pas les éviter. Dans le sens de dire que non, parce qu'il parle de sexualité, je ne viendrai pas lui répondre. Non, je ne cherche pas les clashs. Mais je ne me défile jamais devant un clash parce que je viens toujours répondre. Vous avez suivi le début de cette saga, qui ma foi va prendre beaucoup de temps parce que nous sommes toujours en attente que Tamba vienne nous dire une vérité en ce qui me concerne. Au début de son direct, au début de ses sorties, il vous a fait savoir qu'il me connaissait bien et même qu'il serait du même village que moi. Mais visiblement, je n'ai pas encore entendu une seule vérité sortant de sa bouche. Il vient questionner ma crédibilité. Il dit que pourquoi vous pouvez me prendre au sérieux si jamais j'avais cravaté Batama et après j'ai demandé des excuses à Batama. Comment vous pouvez me prendre au sérieux si j'ai dit que Paul Biya est mort alors que Paul Biya n'est pas mort. Comment vous pouvez me prendre au sérieux alors que mes affaires ont été jetées dehors. Comment vous pouvez me prendre au sérieux alors que j'ai régné mon propre père pour dire que le professeur Mendoza était mon père. Donc, lorsqu'on écoute son argumentaire, je vous ai dit, chaque média a un type de communication. Et lorsque vous acceptez de communiquer via le média social Facebook, acceptez que vous ayez en face de vous tous les profils. Ici, c'est comme mon exutoire, c'est-à-dire que des communications que je ne peux pas avoir de manière classique, c'est sur ma page Facebook que je viens de les avoir. Donc, je n'aimerais pas que ceux qui ont choisi de me suivre sur ma page Facebook fassent des réflexions du style pourquoi tu réponds, Vous voyez, parfois je ne vous réponds pas, c'est vous qui venez me chercher. Mais lorsque je suis interpellé, lorsqu'il y a une fausse publicité en ce qui me concerne, la communicante que je suis a l'obligation d'apporter des clarifications, ou du moins d'apporter sa part de vérité. Donc, la petite communication que Tamba fait aujourd'hui, il y a quand même 5000 personnes qui l'ont regardé. Les 5000 personnes, vous ne savez pas d'où elles viennent. Est-ce que c'est des futurs partenaires? Est-ce que c'est des gens qui travaillent avec moi? Donc, malheureusement, moi, je me trouve dans un autre pays. Tamba est dans un autre pays. Je ne peux pas porter plainte à Tamba parce que malheureusement, la loi du pays où moi je suis ne me permet pas d'aller poursuivre quelqu'un qui est au Cameroun. Et moi, je ne peux pas être au Cameroun en ce moment. Donc, la seule arme que j'ai, c'est de faire la même chose que lui. On appelle ça le parallélisme des formes. C'est-à-dire, il s'adresse à moi via Facebook. Je viens sur Facebook, je lui réponds. Moi, je ne me victimise jamais. Je ne vais pas dire je ne lui ai rien fait, je lui ai fait ceci, non. Donc, allez me rechercher chez Serge Tamba. Je vois qu'il disait qu'on a volé son téléphone. C'est un menteur. Et je vous ai dit, lorsque vous voyez des gens se mettre à plusieurs pour essayer de détruire quelqu'un, c'est parce que c'est la personne la plus forte parmi toutes ces personnes. Si un temps soit peu, ma crédibilité a été en doute, ou alors il était évident que j'étais une affabulatrice, vous ne verrez pas autant d'énergie déployée pour essayer de me discréditer dans l'espace public. Je ne cherche personne. Je ne marche derrière aucune personnalité au Cameroun. Je n'aspire, je veux dire, personnellement, actuellement, à rien au Cameroun. Mais vous voyez que des énergies sont concentrées, ou alors des cabinets noirs sont constitués pour essayer de me décrédibiliser dans l'espace public. Parce qu'ils ont conscience, eux, de l'impact de ma parole, de la portée de ma vision, et aussi de la pertinence de ce que je dis. D'où l'intérêt de mobiliser toutes ces énergies. Parfois, elles peuvent être handicapées, comme celle qui a affaire à moi aujourd'hui. Mais nous n'allons pas négliger. Il est question à chaque fois que le nom Marlène M. Voutou est prononcé quelque part. C'est une marque. En tant que défendresse de cette marque-là, moi-même, Intuitu Personnel, je suis bien obligé, malheureusement, quel que soit le sujet, de venir apporter des clarifications. Donc aujourd'hui, on a écouté notre frère. On a écouté notre frère qui nous a appris que j'aurais eu un enfant avec un certain Issa Oudjini. Devant Dieu, devant les hommes, je n'ai jamais eu un enfant avec un certain Issa Oudjini. Devant Dieu et devant les hommes, je n'ai jamais eu un enfant avec Issa Oudjini. Je n'ai jamais couché avec un certain Issa Oudjini. Devant Dieu. Donc, Issa Oudjini a été un camarade à moi. On était en classe de seconde. Je crois que j'étais parti chez eux peut-être une seule fois. On était camarades de lycée. Je n'ai jamais couché avec lui. Je suis désolé Serge Tamba, je n'ai jamais couché avec lui. C'est simplement la preuve que tu ne me connais pas. Si jusqu'aujourd'hui tu ne sors pas la vraie version de ma vie, si jusqu'aujourd'hui tu n'arrives pas à dire quelque chose d'établi dans ma vie où tu peux apporter les preuves, ça c'est bien la preuve que ma vie privée est tellement cachée. C'est pour ça qu'elle fascine de nombreuses personnes et tu l'as compris. Tu sais que si tu parles de Marlène, en une journée tu auras 5000 vues. Parle-nous de toi, parle d'autre chose. Parce que la personnalité de Marlène fascine. Les gens veulent écouter Marlène, les gens veulent savoir les secrets de Marlène. Non. Tu dis que j'ai rencontré des gens, j'ai fait des enfants avec, mais tu cites que le nom d'une seule personne.
Mais tu devrais savoir avec qui j'ai fait des enfants, puisque tu me connais, tu serais même parenté à moi. Mais je ne vais pas m'attarder dessus. Moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est parce que tu es revenu là sur ce sujet particulier, en ce qui concerne ton sexe. Donc, je t'ai dit, moi, je suis une femme extrêmement vicieuse. C'est-à-dire, j'aime les hommes, hein, j'aime énormément les hommes. J'aime les hommes et moi, les hommes m'ont toujours laissé un très bon souvenir. Et donc, lorsqu'un homme insiste que Marlène, tu voulais aller avec moi, Marlène, moi, je prends un effort d'aller rechercher dans tes photos. Donc, ce que j'ai fait, je suis allé chercher ton sexe. J'ai ouvert un peu tes jambes pour que tout le monde puisse regarder. Parce que généralement, pour avoir côtoyé les sportifs, moi quand j'ai côtoyé les sportifs de haut niveau, hein, je sais que un sportif de haut niveau, s'il s'assoit comme ça, tu vas voir son appareil génital. Tu vas voir son membre. Mais moi quand j'ai fouillé dans ta culotte, il n'y avait pas grand chose, c'est en bas. Parfois même quand quelqu'un n'a pas un bon pénis, il peut avoir les gros noyaux. Toi-même les noyaux, tu n'as pas. Même les noyaux, tu n'as pas. Parce qu'on devrait quand même voir tes noyaux. Même les noyaux, tu n'as pas. J'ai bien fouillé, j'ai bien écarté, il n'y a pas quelque chose. Parce que moi, avant de commencer à fantasmer sur quelqu'un, je fais quand même un effort d'aller faire des recherches. Le gars, alors moi j'aime le sexe. J'aime quand un homme est un homme. Je n'aime pas les pertes de temps. Je travaille dur, donc quand je dois m'amuser, il faudrait que ce soit avec quelque chose. Moi, j'aime pas les doigts. Toi, tu as les gros doigts. Les gens qui mettent souvent les doigts dans les sexes des femmes là. C'est avec le doigt que toi tu fais l'amour. Le doigt, tu as des doigts. Mais en bas, il n'y a pas grand chose, Serge. Même les noyaux, tu n'as pas. J'aime pas les hommes avec les petits noyaux comme les cacas de la chèvre. Je n'aime pas ça, Serge. C'est pas intéressant. J'aime quand un homme est calibré. Et donc, je doute que tu ailles avec les femmes parce que un homme de ton âge, si tu avais une sexualité régulière, tes noyaux devaient déjà descendre. Tu devais avoir les noyaux descendus. Tes noyaux ne sont pas descendus. Tu as plus de 50 ans. Te voici. Tu n'as pas les noyaux. Moi, j'aime bien le bruit des noyaux. Tu n'as pas les noyaux. Tu n'as pas. Donc, ça ne m'intéresse pas vraiment. J'ai regardé, j'ai écarté. J'ai bien écarté, il n'y avait pas. Les amis, j'ai cherché, il n'y avait pas. Un gars, quand il est membré, il s'assoit comme ça, tu vois le truc. Mais il n'y a pas. Mais ce qui m'a intrigué quand même sur tes photos, c'est... J'ai vu que tu fais plutôt pousser tes seins. Ça peut nous indiquer le type de sexualité que tu aimes. Voilà tes seins. Voilà, le bas, il n'y a pas. La queue, il n'y a pas. Les doigts, tu as. Tu as les doigts, mais ici, il n'y a pas. Il n'y a pas quelque chose. Mais on remarque que tu as fait pousser tes seins. Donc, je mets la main au feu. On ne te prend pas derrière. Voilà tes seins. Tout le monde va remarquer que les tchélés font un effort. Regardez, regardez. Voilà les seins. Hein. Il a les seins. Mais l'entrejambe, il n'y a pas. Il n'y a rien, même les noix, il n'y a pas. Donc tu n'as pas le sexe. À quel moment je rêve que tu mettes ton sexe chez moi? Il n'y a pas. Moi, je t'ai toujours vu. Quand je pose avec un homme, je regarde toujours son pantalon. Donc, pour que je sois intéressé par toi, je regarde d'abord bien. Donc, qu'est-ce qui m'aurait poussé à avoir des visées sur toi? Parce que j'ai déjà bien regardé. J'ai dit, mais attends. Physiquement, voilà, te voici physiquement. Tu es la créature de Dieu. Je suis plus grande de taille que toi. Te voici. Puisque j'ai déjà marché avec toi, je connais ta taille, je te dépasse. Te voici. Tu dois avoir 1,59 m. Te voici. Et quand tu te courbes encore, tu descends à 1,40 m. Hein? Te voici. Te voici. Hein? Voilà. Donc, moi, je cherche à... moi, j'ai bien eu le temps de t'observer. Donc, je veux savoir à quel moment l'envie de te mettre dans un lit m'est venue. Je t'ai dit, je ne vais pas revenir sur ce que j'ai dit sur l'ancienne direct. C'est pour ça que j'ai parlé avec les preuves. Tu m'as dit que je me serais une jansan. Donc, j'ai dit, mais attends, moi, ça fait près de 17 ans que les journalistes me prennent en photo, que ce soit lors des émissions radio, lors des émissions télé. Tu devais nous sortir une image de moi il y a peut-être 10 ans, il y a peut-être 5 ans, ou il y a même plus, parce que tu sembles me connaître depuis des années. Parce que lorsque tu parles du baptême de mon fils a été baptisé à peut-être 2 mois. Aujourd'hui, c'est un monsieur qui est une femme. Ça veut dire que ça fait quand même un moment que tu me connais. Donc, en principe, tu devrais nous rechercher, parce que là, maintenant, on fait un débat, preuve contre preuve. Preuve contre preuve. Parce qu'il est question aujourd'hui d'interroger nos crédibilités respectives. Tu dis que moi j'ai fait une chance. Ça veut pas dire que moi quand j'ai connu Samuel Eto'o, c'est ça que j'ai pris. Parce que Samuel, c'est lui le nœud gordien de notre problème. Moi je sais pas pourquoi. J'ai seulement dit ancien, c'est devenu mon problème avec toi. Quand moi j'ai connu Eto'o, voilà à quoi il ressemblait. Quand je l'ai vu pour la première fois. Il était petit comme ça, comme un petit oiseau. Tout petit. Comme il n'est pas grand de taille. Le voici, moi quand j'ai vu Samuel Eto'o pour la première fois. C'est vrai qu'il s'est beaucoup bonifié. Comme on dit souvent, il ne faut pas négliger quelqu'un dans sa jeunesse. Voilà, là maintenant, c'est un bel homme. Il est très beau maintenant. Mais voilà comme le Samuel Eto'o que nous on a connu. Hein. Le voici. Il venait toujours. Il portait toujours le jean avec les matangas. Les chaussures en plastique clair là. Le voici. Tout petit comme un oiseau. Le voici. Hein. Voilà les Eto'o que nous on a vu. Il était au Barça. Donc ici, il gagnait déjà au moins 200 000 euros, 300 000 euros le mois. Il était un multimillionnaire ici. Donc le voici. Il était noir. Tout petit comme ça, voilà Ben qui le connaît. Samuel ne portait pas les chaussures en cuir. Il portait toujours un petit jean délavé clair, avec les chaussures en plastique. Le voici. Tout petit comme un oiseau. Voilà Ben qui dit que c'est vrai.
Voilà le Eto que nous on a rencontré. Voilà. Mais tu ne peux pas lui demander à lui, parce que tu portes son sac, que comment c'est possible que... Il était bien noir, hein. Parce que même ici, même la photo est claire. Parce que quand c'est nous, quand c'est Samuel, vous dites que oh, il se lave avec le calcaire, c'est pour ça que sa peau est devenue... C'est comme ça qu'il était. Parce que là même, il est un peu clair. Bon, aujourd'hui, il est comme ça. Bon. On nous dit que c'est parce qu'il se lave avec le calcaire, avec l'eau du calcaire. Donc, nous, on ne se lave pas avec l'eau du calcaire. Mais moi, tu ne peux jamais voir une photo de moi avec cette couleur. Tu ne peux jamais voir une photo de moi avec cette couleur. Donc, lorsque tu fais un débat sur le Njangsang, tu dis que tu n'aimes pas les gens qui font le Njangsang. Le Njangsang veut dire quoi? Le Njangsang, est-ce que c'est parce que quelqu'un était noir avant, il est devenu clair? Ou le Njangsang, c'est parce que une femme prend soin d'elle? Moi, je comprends pas. C'est pour ça que j'ai mis une vidéo de moi entièrement, parce que tu disais que, oh, quelqu'un qui ne montre pas son visage. Voilà. Voilà des gens qui connaissent Samuel. Samuel était comme un petit oiseau comme ça. Je sais pas si tu l'as pris les hormones. Il était petit comme ça. Comme un tout sec, petit, sec. Tout petit, sec comme ça là. Noir. Nous, le Samuel Eto'o que nous on a vu. Et il ne portait jamais les chaussures en cuir. Quand il dit qu'il se sape, c'était toujours avec les chaussures en plastique, les matangas. Donc moi, c'est le Samuel Eto'o que j'ai vu au moins pendant 5 ans. C'est comme ça qu'il était. Les gens en grandissant, ils se métamorphosent, voilà, on se bonifie avec le temps. Donc, moi j'ai vu que Eto'o a changé de couleur. Parce que moi je l'ai vu en 2000. Et en 2025, il est devenu métis. Donc moi je ne sais pas. Peut-être que c'est à lui. C'est pour ça que je t'ai envoyé à lui demander son secret. Moi, tous ceux qui me connaissent. Voilà un gars de Manjou. Quand on te dit que Manjou, ça veut dire que c'est les années 1990. J'avais 8 ans. Un gars de Manjou est venu commenter que Marlène était métisse. Parce que quand tu es très clair en vieillissant, tu t'assombris même un peu. Donc chez Samuel Eto'o, c'est plutôt l'inverse. Parce que les gens qui sont nés clairs, quand tu vieillis, tu t'assombris. Mais Samuel, lui, devient brun en vieillissant. Donc lui, il fait le processus inverse. Donc c'est plutôt à lui. Sur le débat des couleurs, parce que tu es proche de lui et le Njangsang te pose un problème. Parce que toi, tu as un problème avec la couleur des peaux des gens. C'est plutôt à lui que tu devrais demander que, mais Samuel, comment c'est possible que quand on t'a connu, tu étais noir, très noir, mince, petit de corps, comme ça, tac, 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 petit de corps. Pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé, cette métamorphose-là? Il va t'expliquer. Tu vois, même les cheveux ne poussaient pas bien sur sa tête. Le voici, hein. 2, 3, 4, 5, 6. Voici Samuel. Même les cheveux ne poussaient pas bien sur sa tête. Il avait une calvitie naissante. Tu as vu? Voilà sa tête. Les cheveux ne poussaient pas bien. Donc, du coup, il rasait toujours tout entièrement. Parce qu'il avait une calvitie précoce. Non, voilà le Eto'o que nous on a vu pour la première fois. Hein. Je me souviens. Le voici. Il tenait avec les modos. Le voici. Et les cheveux, il commençait à perdre les cheveux très tôt. Bon, voilà le Samuel Eto'o que les gens voient aujourd'hui. Voilà le Samuel que nous on voyait. Avec la calvitie. Bon. Donc, sur ce débat sur les physiques qui changent, il y a des gens près de toi qui peuvent t'expliquer. Moi, je ne peux pas avoir le débat d'une chanson avec toi. Je t'ai montré de la tête aux pieds. Si j'étais peut-être une fille qui vend les huiles, à force de faire la publicité sur moi, j'allais peut-être dire que moi, je fabrique déjà les huiles de Njangsang, je vends parce que mon corps est propre, ma peau elle est propre, du pied jusqu'à la tête. J'ai mis ma vidéo du pied jusqu'à la tête, tu m'as déjà vu. Ce n'est pas le Njangsang, je suis né comme ça. Et je ne veux pas faire le défilé des photos de mes sœurs, des enfants de mes sœurs, des enfants de mes petits frères. J'ai mon petit frère qui est au Cameroun là-bas. Il est comme un Chinois, il me ressemble. Il est clair de peau, ses enfants sont comme des métis. Donc, tu es venu m'attaquer parce que j'ai dit que Samuel Eto'o est un ancien riche. Et on est quitté de là, tu es déjà sur ma maman. Parce que c'est ça qui me fait même encore mal. Et c'est pour cela que je réponds. Parce que tu parles de ma maman. Je ne connais pas la tienne. Je ne connais pas tes parents. Mais tu es sur mes parents. Tu es sur le professeur Mendozé qui est mon géniteur, mon père géniteur. Tu es sur ma maman, ma pauvre maman, qui n'a jamais donné une interview, qui n'est jamais intervenue sur quoi que ce soit au Cameroun. Dès que je parle, vous trouvez nécessaire de venir appeler mes parents. C'est pour ça que je deviens souvent violente avec vous. Lorsqu'il s'agit de mes parents, je ne porte pas les gants. J'enlève ma casquette de docteur, d'intellectuel, de ce que vous voulez. Je viens m'asseoir, je deviens l'enfant de quelqu'un. Et je viens vous répondre. Est-ce que tu dis qu'il y a 2 journalistes de Vision 4 qui m'ont fait le portier? Aucun journaliste n'a le courage même de me dire bonjour. Ernest Obama portait mon sac, c'est-à-dire un petit frère. Quand je vais quelque part, c'est lui qui porte mon sac. Tous les journalistes savent, quand je me déplaçais, quand j'avais un événement, la personne à qui je remettais l'argent pour payer les journalistes, c'est Ernest Obama. Et Bonga suivait Ernest Obama. Bonga, il est à la FECAFOOT aujourd'hui. Les seuls journalistes avec lesquels je me suis dit assise et mangé, c'est Ernest Obama et Bonga. Donc, dis à Ernest Obama qu'il a déjà eu un rapport sexuel avec moi, il va te dire jamais. Donc, tu as besoin de mentir sur des gens. Et je sens, parce que comme Ernest Obama, peut-être tu n'es plus en odeur de sainteté, tu vas venir le salir. Mais Bonga est toujours avec vous. Bonga, c'est un enfant, un garçon fidèle à Samuel. Comment tu peux te permettre de mentir sur lui? Qu'est-ce que tu gagnes à faire ça? C'est pour ça que je dis, j'ai des questions sur ta sexualité. Et je pense que les photos que nous avons vues tout à l'heure, à savoir, tu n'as pas le sexe. Parce que généralement, ceux qui vivent dans le tchéléisme, c'est qu'ils se rendent compte que tu es le genre qui rythme les femmes. Tu rythmes les femmes des gens. Quand tu me rythmais, c'est sûr que quand je marche avec toi, tu dis aux gens que je sors avec toi. On te voit tous les jours avec une fille. Alors que tu rythmes le dossier de quelqu'un. Toi-même, tu ne fais rien. Tu n'as rien.
Si tu peux t'asseoir aujourd'hui et dire que moi, j'ai voulu sortir avec toi, j'ai montré tous les arguments, je dis, je commence à vouloir, te voici debout, il n'y a pas le sexe. Il n'y a rien ici. Il n'y a rien. Voilà ça dans la culotte. Il n'y a rien là, tu as une fente. C'est pour ça que malheureusement aujourd'hui, quand vous êtes des petits affamés, les hommes au Cameroun vous prennent par le derrière. Moi je respecte la sexualité de tout un chacun. Mais il faut assumer. Il faut assumer. Tu donnes le derrière, c'est tout à ton honneur. Et même Freud disait que lorsque un homme s'attaque à une femme, c'est qu'il a des doutes sur sa sexualité. Tu ne peux pas venir avoir un débat. Tu es quand même un animateur radio. Qu'on t'aime, qu'on ne t'aime pas, tu as fait tes pas à Yaoundé. Donc, même lorsque tu viens interpeller une personne de mon rang, tu ne vas pas nous limiter le débat. Les gens ont besoin d'élever le débat, de comprendre. Tu dis que j'ai dit qu'Eto fils n'a rien. Oh, les gens ont vu qu'Eto fils a quelque chose. Pourquoi tu amènes le débat d'Eto? Toi, tu veux que, au fond de toi, tu es jaloux de Samuel Eto'o. Et tu sais que la personne qui a la voix qui porte pour dénigrer Samuel Eto'o avec crédibilité, c'est moi. Vous êtes toujours dans des schémas freudiens. Tu sais que quelqu'un n'est pas crédible. Pourquoi tu viens répondre quand la personne parle? Quand tu sais que ce que Marlène Mvoutou dit, personne ne peut croire ce qu'elle dit parce que, pourquoi tu prends la peine de venir t'asseoir, tu fais 3 vidéos pour me répondre? Non, c'est vous qui me donnez la crédibilité. Tu m'as dit que j'ai menti sur la première dame Chantal Biya. Mais tu ne dis pas ce que j'ai dit sur Chantal Biya qui est le mensonge. Il y a des gens qui me suivent ici sur ma page. À aucun moment, je n'ai annoncé la mort de Paul Biya. Je ne sais pas pourquoi vous voulez me coller cela. Le seul direct que j'ai fait, c'était pour interpeller les gens de la base. Pour leur dire, ce n'est pas normal d'annoncer de telles nouvelles pour un pays. Et je leur ai dit dans mon direct, c'est encore sur ma page, que ce que vous attendez au Cameroun là, est-ce que vous savez ce que c'est que le décès d'un président en fonction? Mes amis fidèles qui sont ici le savent. Mais par gourmandise, vous êtes parti à étudier. Dis à Chantal Biya que j'aurais prétexté que son époux est mort. Parce que vous savez que elle me déteste. Et donc, c'est à celui qui ramènera la nouvelle la plus atroce. À quel moment j'ai annoncé le décès de Paul Biya? À quel moment? En ce qui concerne la transaction d'argent avec Batamak, tu es un journaliste. Parce que oui, je ne vais pas t'enlever. Parce que moi, je t'ai vu présenter à la radio. Je t'ai vu faire. Donc pour moi, un journaliste, c'est quelqu'un qui vit de ce métier-là. Même si tu n'es pas formé, tu es un journaliste. Lorsque tu peux venir aujourd'hui sur des ondes, dire que moi, j'aurais demandé pardon à Batamak, que moi, je n'ai jamais donné l'argent à Batamak. Or, tu sais très bien que j'ai fait interpeller tous ceux qui avaient reçu mon argent à l'Africa Foot. Que nous sommes allés rencontrer le colonel Bankui. Il vit encore. C'est le colonel Bankui qui suivait cette affaire. Le colonel a dit à tous les gens que j'ai fait arrêter, remettez l'argent de Marlène, si vous ne sortez pas d'ici. Même les CED ou Bonbon ont été convoqués au CED. Les journalistes étaient présents. Le gars de Batamak a signé la décharge. Le président de la Ligue régionale du littoral. Il a signé la décharge, il a déposé mes 2 millions chez colonel Bankui. Batamak a dit, puisqu'il a été entendu, la note de la gendarmerie a circulé sur les réseaux sociaux. Le président de la Ligue régionale du littoral a bien expliqué que moi je ne connaissais pas la transaction entre Marlène et Batamak. Batamak m'a appelé. Il m'a envoyé chercher 2 millions chez Marlène, chez son père, ou là où elle habitait en Coleton. Quand Batamak m'a téléphoné, j'étais avec ma sécurité. J'étais avec les Hassan Benoît. Ils sont toujours vivants. Le monsieur, son gars qui était président de la Ligue, je ne vais pas citer son nom parce que je ne sais même pas s'il est encore dans le football, mais il a fait une décharge en gendarmerie. Batamak a fait une décharge. Ils ont remis, parce que j'avais remis 2 millions à chacun. Il a pris 2 millions, il a donné, contre décharge, on les a libérés. Tous ceux qui avaient pris l'argent ont déposé l'argent chez le colonel Bankui. C'est le colonel Bankui qui les avait tous arrêtés. Donc je n'affabule pas, le colonel Bankui est vivant. C'est Bankui qui les avait arrêtés. Tous les gens de l'Africa Foot qui avaient pris mon argent, c'est Bankui qui les avait arrêtés. Landry qui assurait ma sécurité. Je crois qu'il doit être lieutenant aujourd'hui ou il doit être capitaine. Le gros Landry, tout le monde le connaît. Lorsqu'on regarde les vidéos de la bagarre à l'Africa Foot, c'est Landry qui me tient. Je vais même encore chercher cela. Landry est témoin. Mon argent a été restitué devant le colonel Bankui. Donc moi je ne sais pas pourquoi tu viens dire que j'aurais dit que non. Non. Ce qui m'a fait cravater Batama. Batama est venu chez moi dans la nuit. Je raconte toujours l'affaire. C'est-à-dire que les procès-verbaux de gendarmerie sont là. Moi, j'étais chez moi. J'avais déjà signé un accord avec Iya Mohamed. Il est en prison. Il était question. J'étais avec le colonel Ango. Malheureusement, j'ai appris dernièrement qu'il est décédé. Je n'étais même pas au courant. C'est le colonel Ango qui marchait avec moi. Puisque Alim Konaté et Iya Mohamed étaient au Hilton. Ils m'ont fait venir. Ils m'ont dit, viens avec tes gens. Et je crois que... Comment on appelle le gars Bafia là? Le frère de Tombi là. Oh là là. Parce que c'était lui qui était en charge du service juridique à l'Africa Foot. C'est lui qui a rédigé l'accord entre Iya Mohamed et moi. Dans la veille des élections.
Il y a Mohamed et Wilton, il me fait venir, il est avec Aline Konaté. J'arrive aussi avec ma personne, parce que j'avais mon groupe. Et dans mon groupe, j'étais avec le colonel Angouango Jean-Claude. Il me propose un accord que je devais signer, que je prenais l'engagement de me retirer de la course et je devais occuper le poste de vice-président de l'Africa Foot. Je signe l'accord avec Iya Mohamed. Seydou Mbombo Njoya me convoque dans ses bureaux qui sont en centre-ville là-bas. Pour qu'on s'arrange sur les modalités, les noms de mes gens que je vais amener dans le groupe, au comité exécutif. J'ai tout donné, c'est comme ça que j'amène Écocéline. Je mets Écocéline dans les 9 que j'amène au comité exécutif, à l'Assemblée générale. Et donc, malheureusement, Iya Mohamed est arrêté le 13 juin. Je parle toujours de mon histoire. Malheureusement, le Iya Mohamed est arrêté. Et donc, Batama vient me voir chez moi. Parce que moi, je ne marchais pas sans ma sécurité. Mes agents de sécurité sont là, ils sont témoins, je peux les citer. Batama vient me dire, nous avons décidé, nous, le camp Iya Mohamed, tu sais qu'on était déjà ensemble, de te mettre devant, tu seras notre président, et on va faire une liste ensemble, mais toi, tu seras la présidente. J'étais avec Assam Benoît, j'étais avec Serge Nguifé. Nous étions au domicile, parce que j'habitais le domicile du professeur Mendozé. J'habitais la même maison avec le professeur Mendozé. Il est venu, j'ai dit ok, il n'y a pas de problème. Et il me dit, tu sais qu'en ce moment, l'État a fait bloquer les comptes de l'Africa Foot. Parce que l'État mettait la pression de ce qu'il n'y ait pas une élection à l'Africa Foot. Il me dit, est-ce Marlène, tous les gens du comité de l'Assemblée générale sont là. Est-ce que tu peux t'occuper des gars parce que l'État a bloqué les comptes? Moi, j'étais liquide. Ça, tout le monde le sait à l'Africa Foot. Il n'y a pas une seule personne à l'Africa Foot qui n'a pas encore mangé mon argent. J'avais les liesses d'argent, j'étais liquide. C'est comme ça que je dis, il n'y a pas de problème. C'est comme s'il me prend. Je suis avec Assam Benoît, on fait le tour des QG. La délégation de la Ligue régionale de l'Ouest qui logeait à côté, dans un hôtel à côté de l'hôtel de police, à l'école de police, me reçoit pour mon discours et je viens leur laisser leur argent. Il était peut-être 19 h. Donc toutes les ligues régionales ont reçu mon argent. Je n'étais pas seul, parce que c'est eux qui sont venus me chercher. J'avais déjà signé un accord avec Iya Mohamed. Donc je n'étais plus en course. Mais quand Iya est sorti de l'élection, les gars disent que John Begininde ne peut pas être président de l'Africa Foot. Mieux on met Marlène et nous tous on se met derrière. Et ils me disent, étant donné que les comptes de l'Africa Foot ont été gelés, est-ce que je peux me charger? Parce que nous ne nous cachons pas. Les gens qui travaillent dans le football, c'est des mafieux. Donc c'est pour ça que moi je parle des choses de la mafia ouvertement. Je m'en fous parce que tous ceux qui sont à l'Africa Foot, c'est des bandits. L'Africa Foot, c'est pas une histoire des sangs. L'Africa Foot, c'est pour les bandits. Ils m'ont expliqué que actuellement là, il faut sortir l'argent pour désintéresser tout le monde. Je te dis, Tamba, j'ai posé 200 millions sur la table. Chaque personne avait 2 millions. Peut-être cette année, l'année des élections de l'Africa Foot de Samuel Eto'o, peut-être chaque région avait peut-être 10 millions, 15 millions. C'est des gens qui ont des clubs. Ils souffrent toute l'année, toute je veux dire, l'Olympiade à s'occuper de leur petit club. Il n'y a que quand il y a les élections qu'ils s'attendent aussi à avoir un petit encouragement de la part de ceux qui sont au camp. Peut-être c'est la corruption, je ne sais pas comment ça s'appelle. Mais c'est une règle qui est établie. Tu ne peux pas être candidat à l'Africa Foot et gagner si tu ne sors pas au minimum 300 millions de francs CFA. Parce que chaque région va te prendre au bas mot 25 millions. Il y a 10 régions. 25 millions veut dire quoi? Les 9 personnes qui viennent voter là, chacun a peut-être 2 millions. Tu fais x 9, ça fait 18 millions. Au bas mot, quand tu n'as pas en face de toi un challenger qui est assis. Quand tu as un challenger qui est assis, tu vas, même les enchères peuvent monter à 500 millions pour prendre l'Africa Foot. C'est pas une affaire des enfants. Et j'avais saigné. Quand je finis de saigner comme ça, le lendemain, c'est bien. Moi, je ne sais pas que Batama a déjà organisé qu'on m'arrête le jour des élections. Je ne savais pas. On vient m'interpeller, la PJ vient m'interpeller le jour des élections. Donc, je ne devais pas entrer en salle. J'explique pour les générations à venir. Et dans un média où on n'a pas honte de dire les choses. Parce que ce qu'on dit à la télé, oui, la télé, peut-être le président de la République a assis. Mais Facebook a cette capacité où le journaliste peut t'empêcher de dire des choses parce que tu engages son média. C'est comme ça que le lendemain, le premier ministre Philemon Yang nous convoque. Il est avec lui, Paul Montazé. Il nous convoque tous à son bureau avant l'élection. Le premier ministre nous demande, il nous dit, le chef d'État a instruit qu'il y ait la paix entre tous les protagonistes de l'Africa Foot. Allez constituer une liste commune. Vous mettez le nom de tout ce qui est l'ancien comité exécutif. Vous mettez le nom de Marlène. Parce que moi, je n'étais pas au comité exécutif à l'époque. Moi, j'étais président régional, mais pas au comité exécutif. On quitte de chez le premier ministre.
Lui, Paul Motazé, c'est lui qui coordonnait tout ça. Il était à l'époque secrétaire général des services du Premier ministre. On va à la FECAFOOT. On finit de donner de rassurer le Premier ministre Philippe Yang qu'effectivement nous allons faire comme il a instruit. Et donc, lorsqu'on arrive à la FECAFOOT, moi je n'ai plus compris ce que les gars ont fait. Je vois seulement ils sont en train de dire, on lance l'élection, Iya Mohamed élu avec son comité exécutif, mon nom n'est pas là. Je suis assise. Tous ceux qui votaient étaient là. Les Boni Philippe étaient là. Donc ce que je raconte, ce n'est pas n'importe quoi. J'étais assise au premier rang. Voilà ce qui s'est passé. Je dis à Batama Meke, est-ce que c'est comme ça que ça a été conclu au Premier ministère? Le Premier ministre a dit, Marlène dans la liste. Vous vous mettez tous derrière Marlène. Vous arrivez ici, vous organisez une élection avec quelqu'un qui n'est pas là. Comment ça se passe? Et même, si Iya Mohamed doit être élu, lui étant déjà en prison, Iya Mohamed et moi, nous avons des accords écrits. Parce que l'engagement que je prends auprès de Iya Mohamed est que dans la salle des élections, je ne devais pas me présenter. Donc dans la salle des élections, je ne me suis pas présenté. C'était ça l'engagement avec Aline Konaté. Et donc, je ne sais pas ce qui est arrivé. C'est-à-dire que vous infantilisez depuis l'arrivée des réseaux sociaux. On peut jouer à ce jeu avec vous. Mais il y a des personnalités respectables au Cameroun qui ont toujours été associés à l'organisation des élections de la FECAFOOT et qui savent que ce que je dis, ce n'est pas les histoires. Je n'ai jamais dit que je suis candidate et on a dit qu'il y a le vote. Non. On n'avait pas organisé. Boni Philippe, qui est journaliste, un journaliste suffisamment sérieux, il était dans la salle, puisque c'est lui qui filme ma bagarre avec Batama. Quand je dis cela à Batama, je suis assise. Je me lève, je ne peux pas prendre l'une. Devant tous les hommes là, je crois que nous étions que 2 femmes dans la salle ou 3. J'étais assise au premier rang. Je pars, je prends l'une. Je dis que l'élection s'arrête. Batama vient discuter l'une avec moi. Voilà ce qui s'est passé. J'ai dit qu'il n'y a plus l'élection. Ça s'arrête ici. Batama vient m'engueuler. Je dis que toi d'abord, tu parles de moi, tu vomis d'abord mon argent, mes 2 millions. Il voulait parler à haute voix. 2 minutes, j'étais sur son cou. J'ai commencé à l'étrangler. C'est Landry qui m'enlève du coup de Batama, qui enlève mes mains. La vidéo est là. Les Boni Philippe sont là. Après cela, le colonel Banque est venu ramasser tout le monde dans la FECAFOOT. On est parti au CED. C'est au CED là-bas que chacun venait déposer mon argent. C'est au CED que tout le monde a posé mon argent. Je suis venu, j'ai occupé mon argent chez le colonel Banque. Tout mon argent. Les délégués régionaux de l'Ouest, du Nord-Ouest, tous étaient à la PJ. Il n'y a que Cédou qui est arrivé. Cédou a dit que lui n'a pas touché. C'est vrai qu'il est un délégué de l'Ouest, mais il n'a pas touché quelque chose. Et c'était vrai, Cédou n'a pas touché à quelque chose. Mais tous ceux qui avaient eu mon argent ont rendu mon argent. Donc, Tamba, je n'ai jamais demandé des excuses à Batama. Parce que Batama avait pris mon argent, il était venu chez moi devant témoin. Mais nous sommes des grandes personnes. Nous sommes dans une mafia. Et dans la mafia, parfois, c'est pas tout qu'on dévoile. C'était une mafia. Malgré le fait que je sois arrêté, j'étais en prison. Quand je suis sorti, j'ai été nommé à la FECAFOOT. Et la semaine où je sors de prison, je suis nommé rapporteur de la commission marketing de la FECAFOOT, qui est le cœur de la FECAFOOT. Je sortais de prison. Ça veut dire que si à la FECAFOOT, ils avaient estimé un temps soit peu que ma crédibilité, je ne suis pas crédible, ou alors du moins, je ne suis pas une personne fiable, ce poste que Tombi Aroko m'a donné, il n'allait jamais le faire. Tout le monde peut retrouver cette nomination parce que moi, je parle toujours avec les preuves. Je vais rechercher sur Google et tout le monde pourra voir que moi, je ne suis pas une affabulatrice. Je pense que ma crédibilité a été construite par le sérieux que j'accorde à toutes mes sorties médiatiques. Parce que lorsque je dis quelque chose, tout le monde peut prendre la peine d'aller faire des petites recherches et de retrouver. Tout le monde peut taper nomination Marlène Mvoutou. Nomination Marlène Mvoutou. Je vais chercher pour montrer à tout le monde. Nous cherchons la nomination de Marlène Mvoutou. Rapporteur. Je suis en train de chercher sur Google, les amis. Donc, moi, j'ai dit, je ne vais pas laisser les gens qui ne me connaissent pas, qui me découvrent grâce à Facebook. Je ne sais pas, peut-être qu'il y a un avatar spirituel qui utilise mon image pour qu'on dise n'importe quoi sur moi, sur Internet. Je ne sais pas. Je n'étais pas une femme des réseaux sociaux. Et malheureusement, c'est Afan Francine qui m'a amené. Et donc, je suis venu sur Facebook pour me défendre. Je n'étais pas une personne qui communiquait sur Facebook. Bon, on dit remaniement. Cameroun Web, je pense que c'est un site suffisamment sérieux au Cameroun. Remaniement de la prison à sa nomination. Voici qui est vraiment Marlène Mvoutou. J'ai été nommé et nous allons lire l'article.
Voilà, on va relire l'article. En fait, j'ai pas mon téléphone, hein, donc, je suis nommé par Tombi Aroko, rapporteur de la Commission nationale de marketing de la FECAFOOT. Un poste que j'ai occupé jusqu'en 2017. Tout le monde pourra aller faire sa petite recherche. Donc moi, je suis pas une affabulatrice. Je suis pas une affabulatrice. J'avais donné mon argent. Et je pense que dans toute élection, qu'elle soit politique, qu'elle soit comment dire, associative, il y a de l'argent qui est engagé pour les frais de campagne. Il y a beaucoup d'argent. Déplacer des gens qui viennent de l'extrême nord, les loger pendant des jours à Yaoundé, assurer. Non, c'est énormément de l'argent. Et malheureusement, la FECAFOOT, compte tenu des contraintes à cette époque, les comptes avaient été gelés. Et donc, oui, j'ai été sollicité financièrement parce que je faisais déjà partie du groupe de IA Mohamed. Et ils sont venus me voir pour que, étant donné que j'étais liquide, que je puisse financer tout ce qui devait se faire à la FECAFOOT. Et je l'ai accepté. Donc, tu ne peux pas mentir sur moi sur ce point parce que j'ai cité les contemporains. Je dis que tous ceux qui avaient eu mon argent, c'est chez le colonel qu'ils ont remboursé. Mbankui, il est en vie. Le colonel Mbankui, il est toujours là, c'est lui le directeur, c'est Mille. Il est en vie, c'est chez lui. C'est lui qui a fait arrêter tout le monde à la FECAFOOT. Ils ont remboursé mon argent. C'est pour ça que j'exprime toujours beaucoup de gratitude vis-à-vis du colonel Mbankui. Maintenant, tu as évoqué que j'ai menti sur Chantal Biya. J'aurais voulu que tu me dises sur quel point j'ai menti sur Chantal Biya pour que je prouve. Parce que moi j'ai dit, les débats, je vais pas me défiler. Quel que soit le sujet. Qu'est-ce que j'ai dit sur Chantal Biya qui est faux? J'ai dit quoi? Je peux répéter ce que j'ai dit sur Chantal Biya. Je ne sais pas pourquoi tu t'accroches dessus. Voilà ce que j'ai dit sur Chantal Biya. J'ai dit, Chantal Biya n'est pas allée à l'école. Chantal Biya s'est arrêtée en classe de 4e. Bon, si elle a fait l'école quelque part, donnez-nous des références. Parce que moi, de ce que je sais, des sources des renseignements camerounais, elle a arrêté ses études au CS de Soie. En classe de 4e, elle n'a jamais eu le brevet des collèges. Si elle a eu le brevet des collèges, si elle a eu un bac, si elle a fait une université quelque part, j'ai toujours dit c'est le temps de venir nous dire. Parce que c'est vraiment gênant que la première femme camerounaise ne puisse pas avoir au moins le brevet des collèges. C'est gênant et on ne veut plus de ça. C'est pour ça qu'on a dit, on ne veut plus d'une influenceuse à la présidence de la République. Et nous avons dit qu'en 2025, les candidats qui vont se présenter vont nous présenter aussi leur épouse. Parce que oui, on s'est bien rendu compte que l'épouse d'un chef d'État draine derrière elle les aspirations de toutes les femmes camerounaises. Et donc on cherche une première dame qui est le reflet de notre ambition. L'ambition de la femme camerounaise ne peut pas se limiter à mettre les faux ongles, à faire le sang, à mettre les faux cheveux rouges, jaunes, machin et tout. C'est à cela, à cette ambition que nous a réduit Chantal Biya à 30 ans. La preuve en est que tu vous prends une intellectuelle de mon rang. Une femme qui a fait des preuves sur les bancs au Cameroun dont on peut retrouver des références. Laissons mes études à l'étranger, ne serait-ce qu'au niveau du Cameroun. J'ai des camarades ici, du lycée de Mandjou. J'étais la première, quand on dit première de toutes les classes de 4e. Première de toutes les classes de 6e. C'était Marlène Mvou. Il y a encore mes références au lycée de Mandjou. J'ai eu mon baccalauréat au lycée de Soie en 2000. J'ai eu ma licence en droit à l'université de Soie. Donc mes références sont là. Je peux donner mon matricule. Mes camarades sont là. On aimerait aujourd'hui la femme qui est aux côtés de notre chef d'État soit une femme auquel de nombreuses femmes camerounaises peuvent s'identifier. On ne veut plus les femmes des bars, les femmes qui ont pour référence les bars, les boîtes de nuit des Yaoundé. Non, on aimerait une femme qui a un parcours à la Zita Olingi. La femme d'Olingi Ngema, si elle est instruite. Oui, ça donne de l'ambition à la jeune femme gabonaise. Quand on donne le parcours, quand on donne le parcours des épouses du jeune Diomaye Faye, il a une enseignante et il a une femme qui a fait l'équivalent de l'ENA aussi, des impôts comme lui. Ça attire les femmes. Parce que lorsqu'il y a une première dame dans un pays, les jeunes filles grandissent en se référant à cette femme-là. Il y a eu une première dame au Cameroun qu'on a appelée Jeanne-Irène Biya. Il y a des générations de jeunes femmes. La génération de nos mamans. Nos mamans aujourd'hui qui ont voulu avoir le bac. De toute façon, on disait que la femme là a le bac, elle a bac plus 3. Elle a fait des études en France, d'infirmière, bac plus 3, donc niveau licence. L'ancienne femme de Paul Biya. Elle avait quasiment le même niveau d'études que son mari. Et peut-être parce qu'elle avait le même niveau d'études que son mari. Et elle apportait, on sentait sa touche, sa réflexion dans les questions sociétales. Je me souviens, en 1989, Jeanne-Irène Biya avait envoyé des cadeaux de Noël à tous les enfants du Cameroun qui avaient l'âge, parce qu'en 89, le président avait 7 ans au pouvoir. Et tous les enfants qui avaient 7 ans cette année-là avaient reçu, et moi j'avais 7 ans parce que, curieusement, je suis né l'année où Paul Biya a accédé au pouvoir. Et donc, nous avions reçu des cadeaux spéciaux
de la première dame du Cameroun. Moi, ça m'a marqué jusqu'à présent. Et ce cadeau était spécial parce que il y avait des pyjamas, il y avait des cahiers, il y avait des chocolats. Je dis, on sentait la noblesse du cœur de cette dame dans toutes les actions qu'elle posait. Et même nos mamans nous disaient, non, dans la sobriété, dans la dignité, il n'y avait pas d'excès, il y avait rien qui dépassait autour de cette femme. Elle a inspiré la dignité à la femme camerounaise. À une époque, la femme camerounaise en Afrique était une référence. Parce que, oui, elle a tiré une génération de femmes. Des femmes comme ma mère qui sont nées en 1962. Elle les a tirées vers le haut. Tout le monde voulait avoir le bac. Tout le monde voulait ressembler à Jeanne Irène. Parce que c'était la dignité incarnée. C'était la sobriété, la hauteur, mais surtout la classe. C'est-à-dire quand tu vois une femme, elle a vécu en France et tout, ses tenues, non, ses tenues étaient mesurées. Il n'y avait rien qui dépassait, petite coiffure simple, le naturel. Les femmes camerounaises ne versaient pas dans le Njamsan. Si moi je n'ai pas aimé le Njamsan, c'est parce que je n'ai pas vu ma mère faire le Njamsan. Il n'y avait pas le complexe de la couleur. Il y avait la femme qui s'assumait, un maquillage discret, une certaine rigueur vestimentaire. Ça a inspiré une génération de femmes. C'est ce qu'on appelle la classe aujourd'hui.